démêlé et coiffé. Vous pouvez l'utiliser aussi. Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dans tels sont les principaux faits. Gouvernement rentrée politique, le chef de l'État préside le premier conseil de ministres de la rentrée. Et Washington promet donc une réponse militaire massive en cas de menace de Pyongyang. C'est tout, donc c'était donc les points qui vous seront développés dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. La rentrée politique donc a été marquée aujourd'hui par la tenue du premier Conseil des ministres. Ce conseil s'est tenu sous l'autorité du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. 8 points donc étaient inscrits à l'ordre du jour. Les ministres se sont d'abord penchés sur l'état de l'économie du pays. Le compte rendu de la séance avec le porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 15e séance du Conseil des ministres en ce mardi 4 septembre 2017. Étaient inscrites à l'ordre du jour 7 points, dont 4 projets de loi, 2 projets de décret et 2 projets d'arrêté. La première question concerne un projet de loi de règlement de l'exercice 2016. L'économie djiboutienne connaît depuis quelques années une expansion continue, avec des taux de croissance supérieurs à 5%. La croissance du PIB national était de 6,3% en 2016 et devrait atteindre 6,7% en 2017, puis 6,8% en 2018, couplé avec une maîtrise de l'inflation et un indice des prix à la consommation estimé à 3,1% en 2016 et prévu à hauteur de 3,6% en 2017-2018. Cette croissance est tirée par le commerce et les investissements, notamment dans le secteur des services, principalement ferroviaires, avec le lancement du train Djibouti-Addis Abeba et le port polyvalent de Doralé. Malgré ces évolutions positives de l'économie djiboutienne, les problèmes persistent, notamment un chômage relativement élevé, une pauvreté extrême et un fort endettement de l'État. Donc, en matière d'exécution budgétaire, le montant des recettes générales s'établit à 125 milliards 305 millions de francs Djibouti et en dépenses à 124 milliards 575 millions de francs Djibouti, soit une plus-value de plus de 700 millions de francs Djibouti. La deuxième question concerne un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain de 4 hectares à Nagad au profit de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie pour la construction d'une école éthiopienne. La troisième question concerne un projet de loi portant adhésion et ratification des statuts du Fonds africain 50. Le Fonds Africa 50 constitue le seul fonds souverain africain qui a pour objectif de financer les infrastructures de toute nature avec une composante indispensable du secteur privé. Ce fonds a comme avantage de pouvoir disposer d'un guichet dénommé Africa 50 pour le développement des projets et a pour objet de pouvoir financer des études de projets qui font souvent défaut en Afrique. Ce fonds, qui regroupe toutes les grandes puissances économiques du continent, est une émanation de la Banque africaine de développement et bénéficie non seulement des ressources de cette banque, mais aussi de l'expertise et de l'expérience de cette institution désormais solide dans la sphère de la finance internationale. La présente loi vise donc à ratifier les 2 statuts des 2 institutions que le Fonds Africa 50 met en place, Africa 50 financement des projets et Africa 50 développement des projets. Puis le Conseil des ministres a par la suite abordé 5 autres questions dont l'une était relative à la signature d'un accord d'entente et de coopération avec la Turquie en matière d'énergie. On écoute encore une fois le porte-parole du gouvernement. La 4e question concerne un projet de loi portant ratification du protocole d'entente entre la République de Djibouti et la République de Turquie sur la coopération dans le domaine énergétique. Le présent projet de loi est cohérent avec la stratégie énergétique 2035 du gouvernement et qui vise à rechercher des solutions alternatives à ces problèmes d'approvisionnement en énergie en favorisant dans ce cadre le développement des énergies renouvelables au moyen de la diversification des ressources de production. Ce protocole d'entente a été signé entre les 2 pays lors de la 4e commission mixte le 29 décembre 2016. La 5e question concerne un projet de loi portant ratification par la République de Djibouti de l'accord sur la facilitation des échanges de l'EMC. Cet accord de l'EMC est historique puisqu'il est parvenu pour la première fois
à un équilibre entre les engagements et l'assistance technique, ainsi que le renforcement des capacités dont les pays en développement ont besoin pour mettre en œuvre ce qui a longtemps été un obstacle important dans les négociations. L'accord de facilitation des échanges de l'OMC s'est défini comme la simplification et l'harmonisation des procédures internationales de commerce ainsi que les activités, les pratiques et les formalités utilisées pour collecter et diffuser les informations relatives à l'exportation et à l'importation. Cet accord contient des dispositions pour accélérer le mouvement, la main levée et le dédouanement des marchandises en transit. La sixième question concerne un projet de décret portant nomination d'un directeur général adjoint de l'autorité de l'aviation civile. M. Daoud Ali Abdo, titulaire d'un Master of Finance, Management et Audit en secteur public, est proposé pour occuper le poste de directeur adjoint de l'autorité de l'aviation civile. La septième question concerne un projet de décret de nomination. M. Ahmed Omar Jama, administrateur civil deuxième classe, troisième échelon de l'administration générale, est nommé directeur général de la population et de la famille. La huitième question concerne également un décret de nomination. M. Mohamed Kile Ouaïs est nommé secrétaire général auprès donc du ministère de l'Énergie. En fin de séance, le ministre de l'Enseignement supérieur a fait rapport au Conseil de sa mission de travail en Tunisie effectuée du 20 au 24 août 2017. Le ministre des Affaires étrangères a pour sa part fait rapport au Conseil de sa participation à la réunion ministérielle de la TICAD tenue au Mozambique du 24 au 25 août 2017. Et oui, donc, comme vous avez pu le voir, la rentrée politique pour les membres du gouvernement s'est très bien déroulée. Et l'économie donc du pays était donc à l'ordre du jour de cette séance. Pour nous en dire plus sur ce plateau, Samatar Saïd va nous rejoindre. Bonjour Samatar, donc la rentrée politique des membres du gouvernement s'est déroulée dans de bonnes conditions et a été présidée donc par le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh. Oui. Alors où en est l'économie du pays? Que pouvez-vous nous en dire à ce sujet? Oui Ahmed, effectivement, oui, l'économie du pays a connu une croissance que l'on estime que le produit intérieur brut de 2016 a connu une croissance de l'ordre de 6,3% et que les prévisions de 2017 et 2018 seront encore meilleures avec des taux de croissance respectifs de l'ordre à 6,7% 2017, 6,8% pour 2018. Ahmed, l'inflation semble en outre être maîtrisée. Mais en dépit de ces données et évolutions positives, il faudrait travailler pour réduire le chômage, combattre l'extrême pauvreté et atténuer l'endettement de l'État. Le Conseil des ministres a ensuite avalisé l'octroi de 2 parcelles de terrain, l'un à de 4 hectares pour la construction de Nagad, d'une école éthiopienne, et la seconde au profit du ministère des Affaires religieuses pour la construction d'une mosquée de 185 mètres carrés à Arhiba. Puis le Conseil a avalisé l'entrée en activité de 2 fonds de la Banque africaine de développement. L'un est destiné à l'étude des projets et le second et leur financement. Ces 2 fonds sont dénommés African 50 for Financement, African 50 for Development. Le programme sera étalé sur une vingtaine d'années jusqu'à l'horizon 2035. Il vise à favoriser les énergies renouvelables sur lesquelles doit miser la République de Djibouti. Ces protocoles d'entente, Ahmed, avaient déjà été examinés par la commission ministérielle mixte Djibouti-Turc en décembre 2016. Puis le Conseil des ministres s'est vu soumettre un projet de loi sur l'accord de facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce, autrement dit l'OMC. Enfin, avant que les membres du gouvernement aient fait le compte rendu de leurs missions respectives effectuées à l'étranger, 3 hauts cadrés ont été nommés à des postes de responsabilité. Il s'agit de M. Ahmed Omar Jama, qui a été nommé directeur général de la population et de la famille, et M. Daoud Ali Abdou, qui a été nommé directeur général adjoint de l'autorité de l'aviation. Et enfin, M. Mohamed Kile Ouaïs, qui a été nommé par décret présidentiel secrétaire général au ministère de l'Énergie. Merci Samatal pour toutes ces précisions. Voilà donc tout ce que l'on pouvait retenir aujourd'hui de la première séance, de la rentrée politique, de la première séance du Conseil des ministres. C'était ce matin au palais présidentiel. Également dans l'actualité, retour des vacances. C'est la fin des vacances pour de nombreux Djiboutiens qui ont fui les grandes chaleurs de la capitale pour quelques semaines de repos en Éthiopie ou sur les hauteurs de Tadjoura ou d'Arta.
L'heure du retour à Djibouti-Ville a donc sonné. Elle est également synonyme de rentrée des classes. Tous les élèves doivent désormais reprendre le chemin de l'école. Pour ces retours des vacances, on note un encombrement sur les axes routiers. La préfecture de la région de Tadjoura a ainsi demandé aux automobilistes de redoubler de vigilance et prudence sur les routes en cette période de l'année. De très nombreux véhicules circulent dans les deux sens des axes routiers. Les gendarmes affectés à Tadjoura ont été donc mobilisés pour fluidifier le trafic sur la route du roi Fahad qui relie Tadjoura à la capitale. Ils sont présents sur les points jugés névralgiques ou dangereux. Leur présence dissuade les conducteurs qui appuient un peu trop sur les accélérateurs pour vite rejoindre la capitale. Malheureusement, en dépit de ces dispositions et de ces conseils, les accidents de la route se produisent encore aujourd'hui. Samedi dernier, cette route du roi Fahad a enregistré 2 accidents qui ont coûté la vie à 3 personnes au total. La crue de l'Oued Aïboli est aussi à l'origine d'un autre accident de la route. Les conducteurs sont appelés donc à la prudence et au respect du code de la route. Les chauffards mettent malheureusement en danger la vie d'autres personnes. La vitesse excessive est à éviter. Le préfet Tadjoura donc a exhorté les automobilistes à la prudence, indiquant que la sécurité routière est l'affaire de tous. Il faut à tout prix éviter les drames sur la route. Et l'actualité internationale donc nous sera faite aujourd'hui par Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour Ahmed. Donc nous allons voir donc avec vous que normalement en Syrie, les forces pro-gouvernementales gagnent toujours du terrain grâce à l'appui militaire du Hezbollah, des miliciens chiites et de la Russie. Effectivement donc Ahmed, comme vous le dites, l'armée syrienne et ses alliés ont progressé donc hier soir vers la ville de Deir ez-Zor, une enclave gouvernementale assiégée par le groupe État islamique. L'effondrement des premières lignes de défense de l'État islamique s'est produite après la prise syrienne donc de l'armée d'une chaîne de montagnes appelée Al-Bushri qui s'étend entre la province de Homs, Raqqa et Deir ez-Zor. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, a indiqué que ces montagnes abritaient plus importantes donc bases djihadistes de l'OSDH. Croit donc savoir que le khalifa autoproclamé Abu Bakr al-Baghdadi s'était donc en personne rendu sur cette base en 2016 pour y rencontrer des chefs de son organisation. Pendant ce temps, l'organisation et la garnison donc loyaliste assiégée à Deir ez-Zor est estimée entre 7 000 et 10 000 hommes qui se sont multipliés les actions de commandants pour alléger la pression sur les troupes qui avancent dans le désert. À partir de l'ouest, plus de 150 000 civils vivent dans la partie contrôlée par le régime de Deir ez-Zor. Ils sont donc ravitalisés par des parachutages et des produits alimentaires et de médicaments effectués par les aviations russes et syriennes. Et le ton monte également entre la Corée du Nord et les États-Unis d'Amérique. Après l'essai nucléaire réussi de la Corée du Nord, Washington s'est alarmé. Le secrétaire d'État américain Mattis, de la Défense, Mattis, a averti donc Pyongyang de grosses représailles. Effectivement, donc Ahmed, après le lancement réussi du missile balistique intercontinental par Pyongyang, l'armée sud-coréenne hier soir ainsi qu'a mené des manœuvres en représailles impliquant des missiles balistiques en représailles à l'essai nucléaire nord-coréen. Parallèlement, Séoul a réclamé donc à l'ONU un durcissement des sanctions contre Pyongyang. De leur côté, les États-Unis ont ainsi menacé, comme vous le dites, à travers John J. Mattis, la Corée du Nord en réponse militaire massive au cas où elle menacerait le territoire et celui donc des alliés des Américains à la suite du 6e essai nucléaire du régime de Pyongyang, rappelons le 6e depuis 2006. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira donc aujourd'hui pour évoquer le dernier essai nucléaire de la Corée du Nord à la demande des États-Unis, du Japon, de la France, du Royaume-Uni ainsi que de la Corée du Sud. Début août, le Conseil de sécurité avait adopté une 7e salve de sanctions visant à priver la Corée du Nord d'1 milliard de dollars de recettes tirées essentiellement des exportations de charbon, de fer, de minerais de fer ainsi que de sa pêche. Ces sanctions, Ahmed, sont approuvées par la Chine, principal donc soutien économique de Pyongyang et destinataire de quelques 90% des exportations nord-coréennes. Les États-Unis, de leur côté, ont commencé à prendre des sanctions contre des sanctions bilatérales visant des institutions financières chinoises en affaires directes avec la Corée du Nord.
Et enfin, donc, en Allemagne, des élections sont prévues dans 3 semaines et qui vont permettre de déterminer qui sera le prochain chancelier. Angela Merkel a face à elle l'ancien président du Parlement européen, Martin Schulz. Effectivement, donc, Ahmed, comme vous le dites, la chancelière allemande, Angela Merkel, du parti de l'Union donc chrétien-démocrate, le CDU, semble avoir davantage convaincu hier soir les téléspectateurs lors du duel télévisé qui l'opposait à son rival toujours donc le social-démocrate Martin Schulz, la meneuse des conservateurs qui vise un 4e mandat à la chancellerie, a été désignée gagnante du débat. 32% des sondés donc hier soir de la chaîne ZDP pour 29% de Martin Schulz et 39% d'indécis. De manière générale, l'ancien président du Parlement européen de 62 ans avait impérativement besoin de bousculer Angela Merkel et de la surpasser lors du débat télévisé pour espérer pouvoir ainsi combler son retard important dans les sondages. Et le camp est spontané. Martin Schulz était a priori le mieux armé pour l'emporter devant les caméras de la télévision. En face de lui, donc, Angela Merkel qui ne goûte guère à ses exercices. Martin Schulz a tenté donc de mettre la chancelière allemande en difficulté sur sa décision controversée. Il y a donc tout juste 2 ans d'ouvrir les portes du pays à des centaines de milliers de migrants. Angela Merkel a de son côté Ahmed une nouvelle fois donc défendu l'ouverture des frontières par la situation humanitaire critique. Une décision, a-t-elle dit, justifiée. À seulement 3 semaines du scrutin, le Parti social-démocrate affiche ainsi un retard d'une 15aine de points sur les conservateurs, le parti d'Angela Merkel. Merci Fardous pour toutes ces précisions et explications. Voilà donc tout ce que l'on pouvait dire concernant les nouvelles du monde. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.